Bincium, Bince, Binche. À l'aube du XIIe siècle, un bourg sort du chaos. Une base de schiste naturel cernée par la rivière la Samme, le site est privilégié. Baudouin IV, comte de Hainaut, y construit un castrum et en fait une place forte. 32 tours et près de 3000 mètres de remparts. Aujourd'hui, 26 tours et un mur d'enceinte presque continu subsistent encore. Binche est ainsi restée la seule ville belge entourée de fortifications parfaitement conservées. La rivière était enjambée en deux endroits par des ponts-barrages du type roman. Leurs vannes réglaient la hauteur des eaux des fossés extérieurs. Des tours massives défendaient les 6 portes d'accès. En cas de siège ou d'attaque subite, des herses manœuvrées à la hâte interdisaient toute entrée. Les murs les plus anciens sont bâtis au moyen de pierres schisteuses, assemblées sans appareillage. Ils sont construits sur des arcs cintrés ou brisés. La tour de la Sorcière est percée de fenêtres pratiquées au-dessus du cordon supérieur du rempart. Ces baies éclairent la grande salle réservée aux chefs des hommes d'armes. La plupart des tours ont conservé leurs archières, ouvertures hautes et étroites, permettant la défense de la ville par les archers et les arquebusiers. Pendant près de 4 siècles, la forteresse de Binche avait découragé tous les assaillants. Le 13 juillet de l'an 1543, près de la porte de Mélion, le dauphin de France attaque la ville avec 10 pièces de canon. À la fin d'une journée de bataille acharnée, les reliques de Saint-Ursmé sont portées solennellement sur une tour par le doyen de la collégiale entouré d'un peuple en prière. Au cours de la nuit, l'ennemi lève le siège et se retire. En 1554, le roi Henri II investit la place après un assaut furieux. La ville et le château sont pillés et incendiés. 24 ans plus tard, le duc d'Alençon entreprend un nouveau siège de la ville entre la porte Saint-Paul et celle du Posty. Après 2 semaines de combats et de canonnades, une brèche est rendue praticable et la garnison doit déposer les armes. Les fortifications de Bince protégeaient à l'origine un castrum. On peut imaginer le style romano-ogival de ce château fort primitif, d'après le plus ancien sceau communal. Au XVIe siècle, Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, résolut de remplacer le castrum des comtes du Hainaut par un château d'une grande richesse. Les quelques pierres mises à jour donnent une faible idée de la magnificence de ce palais incendié et détruit. Les salles étaient ornées de précieuses tapisseries, de toiles des grands peintres de l'époque, Roger de la Pasture, le Titien. Devant la splendeur de ce palais, Brantôme écrivait « Cette maison est soit un miracle du monde, faisant honte aux 7 miracles tant renommés de l'Antiquité. » C'est là qu'en 1549, la régente reçut avec un faste grandiose l'empereur Charles Quint et son fils l'Infant d'Espagne. Durant 9 jours, dans la ville et au palais, ce fut une succession de festivités somptueuses, de joutes, de festins, de danses et de tournois où s'affrontèrent les chevaliers de haute noblesse. Ces fêtes d'un éclat exceptionnel étaient dignes du plus puissant monarque du temps et de sa sœur Marie, régente des Pays-Bas. Les Binchois conservent le précieux souvenir d'une régence
qui marqua l'âge d'or de leur cité. La maison de ville, joyau médiéval, tant de fois mutilé, tant de fois restauré. Fier édifice flanqué de son beffroi, symbole des libertés communales. Parmi les cartouches qui ornent la façade, les armoiries de Charles Quint, le monogramme de Marie de Hongrie. À l'entrée, une grande salle. Sous l'Ancien Régime, la halle où l'on vendait la viande. Sur les murs de l'étage, de grandes peintures évoquent les joutes du mois d'août 1549. Tout près, la salle du conseil, à la fois attachante et solennelle. L'art de la dentelle apparaît dès la fin du XVIIe siècle. Au siècle suivant, le nom de Binche est attaché à une dentelle originale, très appréciée, dite à fond de neige. Par la suite vint la réalisation de figures appliquées sur tulle. La ville connaît alors une activité surprenante et 600 ouvrières s'activèrent à cette fabrication. Après un temps de déclin, l'art de la dentelle est enseigné à nouveau. Une tradition authentique est préservée. J'aime ces ruelles, aux pavés usés, par des milliers de pas. Des pas d'amoureux comme les nôtres, des pas de vieillards qui regagnent leur hospice, des pas de soudards ou de curés. Ces ruelles qui cachent encore des vestiges enfouis ou ignorés. Ah, ces rues qui jadis vécurent les cris du rémouleur, du vitrier, du marchand d'ail ou du marchand de sable qui venait du village avec ses ânes. Ah, ces toits enchevêtrés, ces venelles étroites, serrées, reliant la ville au rempart,
avec leurs dédales inchangés, avec leurs embarras inchangeables. Tous ces lieux paisibles ont conservé un charme simple, captivant, étrange. Il est curieux d'imaginer que maintenant encore, toute une population vit au milieu de ces vieux murs, témoins de 800 ans d'épreuves et de bonheur, de vie quotidienne, de commerces oubliés, de métiers disparus. Située dans un vieux cimetière, la chapelle Saint-André date de la première moitié du XVIe siècle, comme le château de Marie de Hongrie. Modeste, bâtie de pierres et de briques, son intérêt principal réside dans le symbolisme macabre de son décor intérieur. Quel qu'il soit, pape ou empereur, l'homme est destiné à mourir. Il faut donc penser à la mort et s'y préparer. Parmi les tombes de baillis, d'écuyers, de bourgeois, la sépulture d'un prévôt de la ville et de son épouse. Les personnages sont accostés chacun d'un cadavre dont la décomposition est suggérée d'une façon réaliste propre à la fin du Moyen-Âge. Une poutre engoulée aux deux bouts par des monstres infernaux. Au centre, une pensée épanouie et un crâne. Les nervures du plafond reposent sur des modillons sculptés. Parmi ceux-ci, l'empereur et la mort, le pape et la mort. Le Christ attendant la mort tient une place de choix dans la sculpture des anciens Pays-Bas méridionaux. Taillé dans la pierre calcaire d'Avène, l'important groupe de la mise au tombeau est également considéré comme une œuvre maîtresse de la sculpture à la fin du Moyen Âge. Lorsque, au début du XIIe siècle, naquit la ville de Bins, une église fut édifiée, le Moustier Notre-Dame. Le monument, impressionnant par ses dimensions, révèle l'importance du bourg naissant. En l'an 1408, le chapitre de l'Aube est transféré à Binche. L'église est dédiée à saint Ursmé et érigée en collégiale. Comme les autres monuments de la ville, l'édifice fut saccagé, incendié et restauré, chaque fois selon l'évolution des styles. Au cœur de l'une des chapelles latérales, une Notre-Dame de Pitié, objet de la ferveur populaire. Sculpture remarquable, provenant des ateliers anversois, exécutée vers l'an 1515. C'est une œuvre assez réaliste et de caractère encore très gothique. Don de Marguerite d'York, un calvaire reliquaire de la vraie croix.
faite d'or, d'émaux, de perles et de pierres précieuses, cette merveille d'orfèvrerie n'est guère plus grande que la main d'un enfant. Le trésor de la collégiale conserve des chapes, tuniques et chasubles, couvertes d'orfrois historiés, de broderies somptueuses aux fils d'or et d'argent, offertes par les archiducs Albert et Isabelle, autres souverains profondément attachés à l'histoire de la ville. Et chaque année, fidèles à leur tradition séculaire, les Binchois honorent Saint-Ursmé, patron et protecteur de la ville. Ce jour-là, ils portent en procession leurs trésors, leurs reliques, leurs souvenirs attachants, impérissables. L'ancien collège des Augustins. Sais-tu que le premier collège d'humanité à Binche date du XVIe siècle? Alors, tu m'emmènes visiter un collège? Non, ces vieux bâtiments abritent maintenant un musée. Et un musée à Binche, ce ne peut être qu'un musée du masque, du carnaval. Voilà déjà les premiers signes annonciateurs du carnaval. Nous verrons de semaine en semaine la même ville s'animer, saisie d'une impatience fébrile et joyeuse. Tu connaîtras les soumons, les masques, les tambours. Tu connaîtras le Gilles, roi. Mais cela, c'est une autre histoire. Un jour, en parlant de ta ville, tu as dit Binche, ville des villes. Oh, je citais simplement l'écrivain Jules Sauthiot. Oui, mais tu devais dire comme lui Binche, ville des villes, la plus attachante du monde.